Bienvenue à ce premier événement de la Chambre de commerce. Je suis très honorée qu'on m'ait invité à venir un petit peu amorcer en fait, je pourrais dire une des premières grandes activités de la Chambre. Elle se veut d'ailleurs un coup d'envoi sur l'animation de cette Chambre qui un petit peu est en dormance et là qui est en train de s'organiser. Et comme on va discuter aujourd'hui, toute l'animation entre le Canada et le Maroc, cette Chambre a vraiment des objectifs très intéressants et puis va pouvoir certainement contribuer aux échanges entre le Canada et le Maroc. Alors, je me nomme Marie Lacerte du groupe Gemina et donc tout de suite, je vous expliquerai un petit peu plus tard mon rôle un petit peu au niveau du Maroc dans le cours de la journée. Par ailleurs, donc tout de suite, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter M. Kouibaba, qui est le président de la Chambre, et aussi j'aimerais saluer dans la salle, on a des invités d'honneur qui sont venus d'un peu partout dans le monde, et principalement aussi du Maroc, dont M. Al-Jali, excusez-moi, du CCME. Ensuite, il y a M. Erzeni, ex-président des droits de l'homme au Maroc, et M. El Rachidi de l'Alliance mondiale marocaine du monde. Aussi, j'aimerais saluer M. El Koulbia, qui, sans lui, cet événement a été aussi un peu plus difficile, qui est qui est le commanditaire aussi officiel de la Banque populaire. M. El Koulbia a donné un grand coup de main à l'organisation de cet événement-là, alors je voulais le saluer également. Alors, M. Kouibaba, s'il vous plaît. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je déteste parler devant tout le monde. D'ailleurs, vous savez, si je parle un petit peu de la Chambre, je ne veux pas d'ailleurs prendre beaucoup de temps parce que c'est la première vie, Marie, c'est la première activité, c'est la deuxième en fait, activité de la Chambre. Et cette Chambre, ce qu'on veut un peu changer, le climat, changer un peu pour tout ce qui se passe au niveau de la diaspora marocaine en général à travers le monde. C'est pour d'ailleurs cette raison qu'on a invité M. Savat qui est venu de la Belgique, M. Rachidi qui est venu de la France et M. Bezera qui est venu de France. On a invité des gens ici de la ville de Québec, de Toronto, de Moncton pour qu'ils soient présents avec nous ici. Et d'ailleurs, l'objectif, c'est un peu que les communautés marocaines à l'étranger fassent autre chose que des soirées ou des choses folkloriques, mais faire un peu des affaires, parce qu'on connaît très bien nos pays d'accueil, mais on connaît très bien nos pays d'origine, et on a beaucoup de choses à apporter à ces deux pays. Je veux finir juste par remercier la Banque centrale, le groupe Banque populaire, qui sont derrière cet événement, ainsi que le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et tous les autres qui sont là, qui ont aidé. Puis c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on peut faire un événement comme ça. Et merci beaucoup, puis je vous souhaite bon colloque, puis à la prochaine. Sans plus tarder, on va inviter M. Domenico Baldino à nous présenter Investissement Québec et tous les beaux projets. D'abord, je m'excuse, on m'a demandé de lire la lettre du Premier ministre, M. Harper, qui appuyait en fait cet événement. Alors, je suis heureux de présenter mes salutations, vous l'avez, donc je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux et celles qui participent au colloque 2013, Enjeux économiques Maroc-Canada, organisé par la Chambre de commerce de l'industrie Al-Maghreb au Canada. Pour assurer la croissance et la prospérité du Canada, notre pays a développé une stratégie commerciale mondiale qui consiste à favoriser les échanges commerciaux en créant des nouveaux débouchés pour les exportateurs et les investisseurs canadiens. Cette stratégie s'applique également au Maghreb et en particulier au Maroc, dont l'économie est en expansion et avec qui nous entretenons des relations privilégiées. Aussi, la tenue de ce colloque revêt toute sa pertinence et constitue une occasion unique pour les congressistes d'échanger et de discuter des moyens de stimuler l'activité économique entre le Canada et le Maroc. Je suis persuadée que cette rencontre contribuera à renforcer les possibilités d'affaires entre nos deux pays et à développer des stratégies afin d'accroître le profil du Canada dans ce marché en pleine croissance.
Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les organisateurs de l'admirable travail et souhaite à tous les participants un congrès des plus fructueux. Alors, M. Stephen Harper, notre Premier ministre. Alors, je m'excuse, donc on va pouvoir poursuivre avec M. Badino, qui, M. Badino, je vous le présente à l'instant, travaille à Investissement Québec depuis 1998. Il possède une solide expertise comme conseiller stratégique et économique en matière d'attraction des investissements étrangers. Au cours des dernières années, il a développé avec les partenaires concernés le programme d'accueil et d'accompagnement des immigrants d'affaires. Et auparavant, M. Badino a travaillé comme économiste pour différents ministères du gouvernement du Québec. Il est titulaire d'une maîtrise et d'un baccalauréat en sciences économiques de l'Université Laval. Alors, merci, M. Badino, d'avoir venu participer à notre événement. Alors, sans plus tarder, je vous donne la parole. Alors, bonjour mesdames et messieurs. En ce beau samedi matin du mois de mai, eh bien, moi, je suis heureux d'être ici et de vous faire cette présentation d'Investissement Québec. Donc, on va débuter tout de suite. Alors, je vois qu'elle est à l'écran. Investissement Québec, c'est une société d'État du gouvernement du Québec. Nous sommes à la fois une société de financement et une agence de développement économique. On a plus de 450 employés qui travaillent chez nous. On a 17 bureaux dans les régions du Québec. Et on a aussi 11 bureaux à l'étranger. Il y en a 3 en Asie, 4 en Europe et 4 autres aux États-Unis. Nous sommes, nous sommes le partenaire privilégié des entreprises québécoises dans le financement de leurs projets. Mais nous sommes aussi le premier interlocuteur des sociétés étrangères voulant s'implanter et prospérer au Québec. Nous sommes aussi le principal organisme de développement économique du Québec et nous sommes un des plus importants investisseurs en capital de développement au Québec. Donc, on travaille avec les institutions financières afin d'établir un montage financier qui répond aux besoins de l'entreprise et bien sûr aussi aux exigences du prêteur, qui est souvent l'institution financière. Notre mission consiste à développer, à stimuler le développement économique au Québec et la création d'emplois en permettant aux entreprises de concrétiser leurs projets qui, autrement, ne seraient pas financés uniquement par le secteur privé. Donc, en 2011-2012, ces projets devraient créer ou sauvegarder 4 652 emplois selon la planification des entreprises. J'aimerais maintenant vous présenter le programme d'accueil et d'accompagnement des immigrants d'affaires dont je suis responsable. C'est un programme qui date de moins de 3 ans. Il a été mis sur pied à Investissement Québec suite à un mandat que le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles a confié à Investissement Québec. Le but donc de ce programme d'accueil et d'accompagnement, c'est de favoriser l'établissement et l'investissement des immigrants d'affaires au Québec. Comme vous le savez, sûrement certains d'entre vous, le taux de rétention des immigrants d'affaires au Québec est peu élevé. Si on prend les immigrants investisseurs, le taux de rétention au Québec, selon les derniers chiffres du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles,
est de 25%, c'est-à-dire parmi tous ceux qui sont arrivés au cours des 10 dernières années, eh bien, il en restait encore 25% en 2012. 25% des immigrants investisseurs. Donc, une des raisons de la mise sur pied de ce programme, c'est d'augmenter la rétention des immigrants d'affaires au Québec. Excusez-moi. Shukran. Et de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. En fait, il est le spécialiste de l'information des affaires. Aujourd'hui, il va nous entretenir avec l'information d'affaires à votre portée. Il a une maîtrise en sciences de l'information et donc il va vraiment vous entretenir sur tout ce dont vous avez besoin pour démarrer ou développer votre entreprise sur un marché local ou international. Alors, Monsieur Choukra, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Moi je représente l'Info-Entrepreneur qui est service donné par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et je suis spécialiste de l'information d'affaires. Donc Info-Entrepreneur, c'est un service destiné à tout entrepreneur qui est nouveau, qui veut démarrer une entreprise ou qui a déjà une entreprise et qui veut accroître son activité soit à l'échelle nationale canadienne ou soit à l'échelle internationale, il inclut le Maroc. Donc, Info-Entrepreneur, il donne 3 services, référencement et information, conseiller invité et recherche stratégique. Donc, pour le premier service qui est référencement et information, c'est un guichet unique, ça veut dire que tous les programmes ou les permis ou aussi les façons de trouver le financement, ça se trouve à Info-Entrepreneur, que ce soit au niveau fédéral, municipal ou au niveau provincial. Donc le service d'information, il donne entre autres 3 produits. Centre Contact Client, c'est un centre qui entre autres, il vous trouve du financement, aussi des programmes, des permis, qu'est-ce que vous avez besoin comme loi, permis et programmes pour, par exemple, si vous voulez exporter à l'extérieur, qu'est-ce que ça vous demande comme loi et tout ça, entre le Canada et le pays que vous voulez exporter à l'externe. Aussi, on fait de la certification des documents à l'exportation, que ça concerne les entreprises ou les individus. Pour le Carrefour Capital, on vous aide on fait le maillage entre les entrepreneurs et les investisseurs. Donc nous, on va vous trouver aussi les investisseurs. Si vous avez un projet, on vous trouve aussi des investisseurs. Et tout ce qui concerne aussi les besoins de capitaux et aussi pour recherche des projets d'affaires, que ce soit ici, au national ou à l'international. La clientèle, notre clientèle, ça concerne toutes les personnes ou les entreprises qui sont en période de pré-démarrage ou démarrage, ou expansion, croissance, cessation de l'entreprise, exportateurs ou importateurs, aussi des travailleurs autonomes, des investisseurs ou des immigrants qui veulent investir au Canada, et aussi des organismes en développement économique, comme je viens de dire, soit au national ou à l'international. Nous, Info-Entrepreneur, elle dessert toute la région du Québec, la province du Québec, sauf le 418, parce qu'il y a un bureau au Québec, la ville de Québec qui dessert cette région-là. Pour le service de conseiller invité, c'est un service où, lorsque vous allez arriver à une étape avancée dans votre plan d'affaires, on va vous faire rencontrer avec, par exemple, des avocats pour vous donner des pistes pour les structures juridiques, des implications légales de votre projet au niveau de la région en tant que telle, et aussi au niveau de comptabilité, et aussi des conseils au niveau de plan d'affaires. Ces conseillers-là, c'est un service payant que vous appelez l'accueil, ils vont vous prendre rendez-vous avec cette personne. Mais ce service, il concerne juste les gens qui sont déjà à une étape avancée dans leur plan d'affaires. Pour le service de recherche stratégique où je œuvre, c'est un service qui donne 3 produits. Une recherche simple, ça concerne juste un seul élément, et c'est une recherche gratuite de 15 minutes, entre 15 à 30 minutes. Et la recherche approfondie, c'est une recherche
plus approfondie et c'est une recherche tarifée qui concerne par exemple plusieurs éléments. Si vous cherchez par exemple des tendances de marché, des clients, des ratios financiers des entreprises, que ce soit au Québec ou au Canada. Et aussi, par exemple, si vous cherchez des listes de fournisseurs, des concurrents dans votre expertise. Pour les postes clients, c'est des postes qui sont dans le locaux où vous pouvez venir pour faire votre propre recherche. Mais c'est les postes clients, c'est plus pour trouver des listes de fournisseurs de concurrents et des concurrents potentiels. Le type d'information que l'info-entrepreneur vous donne ou vous trouve, c'est par exemple de trouver des clients, des distributeurs, fournisseurs, et aussi pour vous aider à évoluer votre marché potentiel. On vous donne des statistiques sur l'importation-exportation, comme par exemple les statistiques entre le Maroc et le Canada, dans quel domaine le Canada et le Maroc, ils exportent et importent. Et aussi, par exemple, les analyses de pays et des débouchés commerciaux, et aussi les ratios financiers, rapports d'investissement, études de marché et des descriptions des industries plus exhaustives. Aussi, l'autre type d'information, c'est connaître les tendances de la consommation des personnes, par exemple, concernant les statistiques sociodémographiques, les revenus, scolarité, les dépenses des ménages par rapport à un service ou un produit spécifique. Et les marchés sont du Québec, Canada, à l'international aussi. Plus détaillé, et vous pouvez aussi écrire le ministère de l'Investissement Québec n'est pas du tout impliqué dans la sélection des immigrants ou dans la conception des statistiques. Donc, les raisons de départ, si c'est les taxes, la fiscalité, on ne sait pas comment gérer ça. Ben moi, écoutez, moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Moi, ça fait presque 3 ans là, que je les rencontre, les candidats à l'immigration d'affaires. Écoutez, une fois, il y a un participant chinois qui me dit je vous résume en 2 mots pour quelle raison. Parce que c'est surtout les Chinois qui quittent pour Vancouver ou Toronto. On a, bien sûr, beaucoup plus de succès avec les gens du Maghreb, ça c'est sûr. Qui se tourne sur l'Afrique et le Maroc est certainement le pays le mieux positionné pour accueillir toutes ces communautés internationales, ces entreprises internationales et surtout avec tous les programmes qui sont en train de se bâtir et les avantages de zone franche et de tous les programmes propices pour les investisseurs étrangers et également pour les entreprises québécoises qui veulent s'expansionner justement. Donc, je peux dire que dans la dernière année, j'ai vu plusieurs missions d'affaires. En fait, j'ai été même mandatée pour quelques-unes d'entre elles. Déjà avec la venue de Bombardier au Maroc, ça a amené l'effervescence du côté de l'aviation et de l'aéronautique. On voit qu'en ce moment, justement, les gens souhaitent que d'autres entreprises canadiennes aient investir au Maroc, qui puissent profiter de l'installation de Bombardier au Maroc. Également, il y a eu donc une mission minière à l'automne dernier avec le MDEE, laquelle que j'ai menée, moi, avec les gens du MDEE. Et ce que je veux vous dire aussi, souvent on pense à une mission grosse entreprise, grande, mais il y a de la petite entreprise et moi ce que je souhaite c'est que les entreprises marocaines, canadiennes, vraiment profitent de ce genre de mission-là parce qu'on ouvre beaucoup de portes, on vous permet de rencontrer des personnes clés des organisations et des organisations marocaines. Et à l'inverse, les entreprises marocaines font des délégations comme ici. Et justement, on fait appel à moi pour ouvrir des portes ici, donc des gens d'investissement à Québec. On fait rencontrer des gens entre eux. On essaie de mousser des échanges vraiment entre les organisations. Alors, il y a eu une autre mission d'affaires. Après ça, suite aux mines, les gens de miniers, les entreprises minières marocaines ont voulu suivre la mission. Alors, c'est pas juste des missions unilatérales. Alors, une fois que nos gens miniers vont au Maroc, ça crée des échanges et les échanges permettent de mousser l'idée de revenir au Québec, voir aussi qu'est-ce qui se passe.
Alors, on a eu des gens du secteur minier qui sont venus à Québec Mine. On les a fait rencontrer toutes les associations minières, les entreprises minières. Vraiment, il y a de l'effervescence. Et je crois que si vous avez un intérêt à créer l'échange de part et d'autre, c'est le bon moment. Il y a des outils sur le terrain qui n'étaient pas là il y a 2-3 ans en faveur de l'Afrique. Et là, je pense que vous devez sauter à 2 pieds dans le train. C'est le moment de prendre le train, de vraiment profiter de cette vague intéressante. Et une dernière mission d'affaires qu'il y a eu avec l'ambassade du Canada, que j'ai également menée avec eux, avec des grandes sociétés sur les infrastructures. Eux sont donc, on était une vingtaine d'entreprises au Maroc. Et ça a été vraiment, les entreprises canadiennes ont intérêt, d'ailleurs M. Pressard qui est dans la salle était là, les entreprises canadiennes ont vraiment intérêt à se présenter parce que c'est sûr que nous, en tant que Canadiens, sur le marché marocain, on est très petits par rapport à l'Europe, mais on a des niches sur lesquelles on peut réellement se positionner et qu'on a intérêt à se faire connaître. Alors c'est dans ce cadre d'événements comme ça qu'on peut réussir à se positionner un petit peu mieux et jouer du coude avec nos amis de l'Europe. Et également, ça a amené que les gens de la NDI sont venus au Québec quelques semaines plus tard, évidemment dans le cadre de l'Aéromar, pour essayer de flirter les entreprises québécoises. Mais également, ils ont souhaité rencontrer des entreprises dans d'autres secteurs et on a organisé pour eux quelques rencontres. En fait, au moins une quinzaine d'entreprises sont venues les rencontrer. Et puis, il y a également, je sais pertinemment que la semaine dernière, des personnes, des décisionnels marocains étaient au siège aussi à Toronto pour flirter avec le secteur agroalimentaire. Alors, c'est le temps de se trouver des partenariats, de voir qu'est-ce qui se passe, de trouver de vraiment s'informer, que ce soit à travers les chambres, à travers les missions, à travers l'Investissement Québec ou à MDI ou peu importe, parce que je suis certaine que vous passez d'un continent à l'autre et que vous allez au Maroc, tant au Canada, et de trouver des opportunités d'affaires parce que après ça, il y a beaucoup d'outils. On en a parlé de quelques-uns, mais il y en a énormément, même au niveau de l'aide, au niveau de la main-d'œuvre sur place. Donc, je pense que vous pouvez certainement vous trouver une opportunité. Alors, je voulais, parce que Mme Diane Béliveau, pendant la dernière édition sur les infrastructures, a signé une entente très importante. Et ça, c'est vraiment le but de promouvoir les entreprises canadiennes au Maroc. C'est une entente avec le ministère des Finances, M. Jamal Koudbia, qui sincèrement moi je crois, on a parlé d'un peu d'expansion du Québec vers le Maroc. Je pense que ça peut être un allié pour vous. Il va certainement vous en parler un peu plus, mais M. Koudbia, j'ai été témoin de Québécois qui ont voulu expansionner au Maroc, qui ont fait un éloge de la Banque populaire là-bas, comment ils ont aidé justement à mettre en plan d'affaires à exécution au Maroc. Alors, j'aimerais vraiment que M. Koudbia puisse nous parler un petit peu de sa banque et de tous les avantages qu'on peut avoir à avoir un pied-à-terre bancaire au Québec. Alors, il est directeur de représentation de la Banque populaire marocaine. Bon, merci Madame Lacerte. D'abord, je tiens à saluer tous les gens présents avec nous aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier la Chambre de commerce et d'industrie El Maghreb au Canada, ses membres, son président, M. Abraham Khouibaba. Je tiens aussi à saluer le travail remarquable qui a été fait par tous les acteurs de l'organisation de cet événement. J'en sais quelque chose. Et c'est grâce à leur effort que notre rencontre est aujourd'hui possible. Donc merci Madame Lacerte, merci Madame Khalid, à tout le monde. Franchement, vous avez fait un travail extraordinaire. Alors, en fait, le groupe que je représente, qui s'appelle le groupe Banque Populaire, est assez connu par beaucoup de gens ici, puisque je les reconnais. Mais je voudrais quand même en toucher un petit bout pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pas suffisamment. Je voudrais surtout parler des activités de ce groupe et de la manière dont il peut accompagner les hommes d'affaires canadiens et marocains dans leur conquête de l'international, si j'ose m'exprimer ainsi. Le groupe Banque Populaire est d'abord un groupe de référence dans le système bancaire marocain.
Et en tant que banque universelle, il répond aux besoins de tous les segments de clientèle, y compris donc celui constitué par l'entreprise. En fait, il répond aux besoins de cette entreprise s'agissant de son mode de fonctionnement courant, s'agissant de son développement, de ce qu'elle peut exprimer en besoin en matière d'ingénierie financière ou encore de développement à l'international. De ce point de vue, je voudrais dire que le groupe populaire a des partenaires et des banques correspondantes un peu partout dans le monde. Ici, nous travaillons avec le Mouvement des Jardins. Nous avons une étroite collaboration avec ce groupe. Et la qualité des relations qu'on a avec le Mouvement des Jardins nous permet de traiter les opérations de nos clients communs dans les meilleures conditions de rapidité et de sécurité. Alors, le groupe aussi a une forte présence en Europe et en Afrique à travers des filiales, mais il a aussi des bureaux de représentation en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et aussi en Amérique du Nord. On est pour preuve le bureau de représentation que j'anime avec l'équipe, que j'aurai le plaisir de présenter cet après-midi, puisque j'ai une deuxième intervention. Et en fait, ce bureau est là depuis l'année 1988 et il œuvre justement à la mise en relation commerciale, à la facilitation des investissements et puis à la mise en relation de la communauté marocaine ici, le réseau bancaire au Maroc. Alors, que peut apporter le groupe populaire aux hommes d'affaires marocains et canadiens qui désirent s'ouvrir sur l'international? Eh bien, d'abord, la première chose, c'est de faciliter leur opération. Il faut savoir que le groupe populaire pratique tous les moyens de paiement qu'on pouvait imaginer ici et que peuvent pratiquer aussi les banques canadiennes. Et dans cette gamme assez large et variée de moyens de paiement, le groupe pour vous proposer, selon vos besoins, soit des virements internationaux, type virement émis sur l'étranger, virement reçu de l'étranger, des formules de paiement telles que les remises documentaires, les opérateurs à l'international connaissent parfaitement ces formules, ou encore des moyens de paiement plus sécurisés tels que les crédits documentaires avec leurs différentes variantes. Le groupe est à même aussi de faciliter le financement de vos transactions à l'international, parce que là aussi, le groupe propose une large panoplie de moyens de financement. Cela va des crédits de préfinancement à l'exportation, des crédits de préfinancement en devises. Il y a aussi le moyen de faire de l'escompte sans recours, ce que d'autres appellent le forfaiting, ou encore la mobilisation des créances qui sont nées sur l'étranger. En fait, les gens qui sont versés dans le commerce extérieur connaissent parfaitement ces formules et le groupe est à même d'offrir toutes ces possibilités pour les opérateurs à l'international. De la même façon que notre groupe peut faciliter aussi par l'émission des cautions le fait d'atténuer le risque sur un partenaire étranger ou répondre parfois aux exigences qui sont posées par des partenaires étrangers en termes de caution. De ce fait, le groupe offre tous les types de cautions que vous pouvez imaginer, type caution de soumission, caution pour admission temporaire, ou encore les lettres de crédit stand-by, lettres de crédit, etc. Donc, en fait, tous ces instruments de garantie sont là et sont mis à la disposition des opérateurs. La troisième chose, c'est que le groupe aussi intervient de manière très très active dans la facilitation des relations et dans la mise en relation commerciale. Madame Lassert est là, donc nous avons expérimenté un travail en commun consistant à organiser des rencontres sur le Maroc, notamment des rencontres B2B. Madame Lassert a parlé tout à l'heure de la mission dans le secteur de mines. Eh bien, le groupe a été un partenaire extrêmement actif pour rendre possible ces rencontres parce que précisément nous avons un portefeuille de clientèle que nous connaissons parfaitement, dont nous arrivons à identifier les besoins et pour lesquels nous organisons une mise en relation intéressante et porteuse. J'ai parlé tout à l'heure de la présence de notre groupe en Europe et en Afrique. Effectivement, s'agissant du continent africain,
notre groupe a été déjà, enfin, aujourd'hui d'ailleurs, déjà présent dans certains pays, tels que la Guinée ou encore le Centrafrique, où nous avons des filiales à part entière qui pratiquent toutes les opérations bancaires, et notamment des opérations de commerce extérieur. Et aujourd'hui, notre groupe s'est donné les moyens de s'installer, de marquer une présence dans les pays de l'Afrique de l'Ouest d'expression francophone. C'est un fait indéniable, c'est un fait majeur, parce que cette présence permet justement aux hommes d'affaires canadiens ou marocains qui veulent travailler sur l'Afrique, qui est aujourd'hui un continent très porteur, où il y a énormément d'opportunités d'affaires, et bien il permet à ces opérateurs de faire leur opération dans les meilleures conditions de sécurité. C'est pour cela que nous sommes là avec notre équipe pour vous en dire davantage, peut-être pour connaître un petit peu vos besoins aussi en termes d'expansion, et puis vous remettre nos cartes d'affaires et puis voir quelle est la meilleure manière de faciliter la mise en relation avec notre groupe au Maroc. Donc j'en dirai pas long. Hein. Bon, je m'arrête à ce niveau et sinon je répondrai aux questions par la suite. Merci. Nous avons M. Mohamed El-Kadziri de l'Institut Polytechnique privé de Casablanca, qui est en fait un satellite de l'Université Laval à Casablanca. Donc, ils vont nous entretenir un peu sur les transferts technologiques. J'entendais tout à l'heure, excusez-moi, monsieur demandant qu'est-ce qu'on peut faire en transfert technologique. Peut-être nous pourrons vous éclaircir là-dessus. Et évidemment aussi sur le transfert des compétences. Alors, monsieur Kadziri est donc au Maroc et au Canada depuis de nombreuses années et donc travaille sur ces dossiers-là depuis près de 15 années. Merci. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier la Chambre de commerce pour avoir organisé cette manifestation. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est quasiment une première qu'on puisse parler d'échanges entre le Canada et le Maroc avec la diaspora marocaine. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, je suis natif du Maroc, je me suis installé au Canada il y a plusieurs années. On a commencé avec un groupe de Marocains, avec un petit groupe de Marocains mousser la relation entre le Canada et le Maroc depuis une vingtaine d'années. On était comme précurseurs de la diaspora marocaine. On a fait ça à travers le système d'éducation. On est parti pour faire de la transfert de compétences en éducation au départ. On a commencé en 98, il y a très longtemps de ça, où les gens... Je dis il y a très longtemps de ça parce que le Maroc évolue à une vitesse extraordinaire. Quand on est arrivé en 98, on parlait de délocalisation, on parlait de vendre les compétences au Maroc, on parlait de toutes ces choses-là qu'aujourd'hui on parle d'accompagnement. Le Maroc avait presque pas de compétences en 98, qu'aujourd'hui c'est un hub pour l'Afrique. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme un partenaire pour les gens pour aller conquérir l'Afrique et non plus comme un pays africain. On a vu cette évolution-là, on l'a accompagnée tout le long. Généralement, là, le Canada investit beaucoup au Maroc dans la formation. Le Canada comme pays d'honneur pour l'année prochaine. Et puis j'ai appris des choses là, comme quoi que le Canada était le premier investisseur dans l'éducation au Maroc. Ça m'a surpris comme chiffre, mais c'est ça. Le Canada n'a pas une façon de promouvoir ces choses-là qui est au dire, c'est-à-dire que tout le monde voit. Mais on a une façon de transférer les compétences. C'est-à-dire quand on va à quelque part, là, puis c'est le modèle qu'on a privilégié aussi. On est allé au Maroc pour transférer les compétences, puis tout ce qui se fait à travers les Canadiens, il est marocain. Le Canada a fait l'OFPPT, le Canada a beaucoup aidé le Maroc dans le système du LMD. Le Canada a dernièrement octroyé 12 millions de dollars pour mettre à niveau l'éducation nationale au Maroc. Et il y a plusieurs projets qui se font
en arrière. On pense toujours que la France est première, mais on me dit que le Canada était première. C'est à vérifier, là je le vérifierai l'année prochaine. Donc, notre expérience a commencé au Maroc avec le système d'éducation entre le Maroc et le Canada. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le LMD, il y avait un système d'éducation marocain où on avait les licences, les bacs, les maîtrises. C'était un système qui n'avait pas de module, il n'y avait pas de système qui ressemblait au système canadien. Donc, quand on est arrivé, il y avait ce premier défi-là, de dire là qu'on va faire plutôt du transfert de compétences plutôt que de la délocalisation. Donc on a travaillé sur la formation des formateurs, on a travaillé à transférer le contenu et non pas le système d'éducation en soi. Donc on s'est toujours adapté au profil des bacheliers marocains, on s'est adapté au LMD, qui est arrivé plus tard, auquel on a contribué beaucoup aussi avec le système marocain. On a contribué aussi au profil des diplômés. Donc le Maroc, comme je vous ai dit tout à l'heure, a fait des pas de géant depuis qu'on est arrivé. Vous adresser aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi le Maroc et en général l'Afrique du Nord m'intéressent. Je dois vous expliquer un peu les activités d'Acme Engineering. Nous sommes fabricants de 3 produits environnementaux. Des systèmes de détection de gaz pour le contrôle de la qualité de l'air dans les bâtiments, des filtres nettoyants pour l'assainissement des prises d'eau, des eaux usées et des liquides procédés, et des chaudières électriques. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une chaudière électrique est rendue un produit environnemental? Parce qu'il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Alors, depuis un certain temps, après à peu près 10-15 ans, les chaudières électriques sont rendues des produits verts. Et nous comptons sur l'exportation pour 85% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur du Canada, à peu près 40% aux États-Unis et 45% ailleurs. Comment est-ce que je suis tombé sur l'Afrique du Nord? C'est SNC-Lavalin qui m'a amené, je dois vous avouer. J'ai fait des projets avec eux, notamment en Algérie, à Spictar, à Jret-en-Ous. Et comme vous, j'imagine, il y a des entrepreneurs dans la salle, vous avez les mêmes contraintes que moi, manque de temps et manque de ressources. Alors, quand vous avez vos plans d'affaires, comment est-ce que vous décidez quel marché cibler, quel produit développer? Pour moi, quand je regarde un projet d'exportation vers un pays ou une région, il faut que l'environnement soit valorisé. Et ce que j'ai perçu au Maroc, c'est que ce n'est pas juste un plan d'affaires. Et il y a une reconnaissance que le développement du Maroc doit se faire sur un plan durable. Et je vais comparer ce que j'ai vu au Maroc avec ce que je vois en Chine, où on fait affaire, et en Inde. En Chine, c'est comme une petite mince couche de politique environnementale qui cache derrière un développement qui est basé sur le modèle pétrolier à 95%. Pour chaque usine de génération d'électricité nucléaire que vous voyez annoncée dans les médias, il y a de 40 à 50 usines de génération à base de charbon qui sont construites derrière, sur une base annuelle. Alors, il y a une image qui est présentée à l'échelle internationale et le développement se poursuit sur l'ancien modèle pétrolier qui va faire de ce pays-là frapper le mur à un moment donné. En Inde, il y a une volonté, parce que les hindous ont regardé ce qui se passe en Chine et ont dit on ne peut pas poursuivre la même approche. Juste en termes de barils d'huile par jour consommés, les hindous sont rendus à 3-4 millions, les Chinois sont à 10, 12, 13, dépendant de quel chiffre vous visez, et les hindous ont dit non, on ne peut pas arriver là. On ne peut pas devenir des consommateurs de 10, 11, 12 millions de barils par jour. Mais le reste du pays s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de reconnaissance approfondie de la nécessité de développer le pays sur une base durable. Mais ce que j'ai perçu de mes voyages au Maroc, ce qui est intéressant du Maroc, c'est un petit pays, mais un pays qui a toujours les économies d'échelle pour se permettre
de travailler de concert avec des pays comme le Canada et d'autres pays qui ont ces technologies vertes à offrir. Ils ont les moyens d'investir. Et le bénéfice d'avoir un plus petit pays, c'est qu'on peut développer un plan national et l'implanter. Quand nous, on a assisté à des réunions chez l'Office national secteur électricité, ils nous ont présenté le plan de développement électrique pour le pays. Il était une fois, j'ai été consultant en gestion stratégique, et ce que j'ai remarqué de ce plan-là, que c'était réalisable. Souvent, on regarde des plans de développement à long terme d'un pays, d'une entreprise, etc. On regarde la belle présentation PowerPoint, mais on arrive à la fin, très bien fait, impossible. Ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas réalistes, le timeline est trop court, mais là, le plan présenté de ce secteur-là est réalisable, avec une préférence pour l'électricité éolienne, hydraulique, des sources renouvelables. Alors, pour nous, dans notre gamme de produits, ça prend de l'électricité pour nos chaudières, ça prend des systèmes de traitement d'eau pour nos filtres de nettoyants, et ça prend une reconnaissance de la qualité de l'air pour rendre nos systèmes de détection de gaz. Alors, c'est ça, dans le fond, qui nous intéresse. Il y a aussi l'aspect politique, quand je regarde dans n'importe quel marché, et ce qui m'impressionne du Maroc, c'est que c'est un pays qui est vraiment progressiste, ouvert et tolérant. Et la preuve pour moi, c'est la présence des femmes dans des postes de direction importants au sein des entreprises. Je me rappelle dans la réunion qu'on a eue avec Managem et Nareva, il y avait en face de nous 10 à 12 intervenants de ces sociétés-là, dont à peu près la moitié étaient des femmes, et surtout dans les postes les plus importants. Alors pour moi, ça fait la preuve que c'est un pays qui est ouvert au monde, qui est reconnaissant des capacités de tout le monde au pays, et pour moi, c'est un point fort qui me sécurise quand je m'applique à exporter, à développer des connaissances avec un autre pays qui devient un marché d'exportation pour nous. Qu'est-ce que je peux vous dire je dois faire une déclaration ouverte, ma femme est marocaine, alors on était en voyage de famille et en voyage d'affaires en même temps. Elle n'a pas visité depuis 15 ans. Et ce qui l'a frappé, c'est la qualité des infrastructures. Ce qui a été développé depuis 15 ans. Et moi, d'un autre point de vue, je porte un autre chapeau. Je suis le président du conseil d'administration de la Société d'État Ottawa de construction de défense Canada, qui est responsable des travaux d'infrastructure pour la défense nationale. Alors, je connais ça, l'infrastructure. Alors, moi, quand j'ai pris la grande route d'Agadir vers Marrakech, j'ai pas regardé juste la qualité des routes, j'ai regardé la qualité des ponts qui traversent. Parce qu'ici, à Montréal, on connaît ça, des ponts qui tombent de temps à autre. Alors, j'ai regardé la qualité de ces constructions-là. Alors, ces infrastructures ont été conçues pour endurer. Par rapport à ce que j'ai vu souvent en Inde, c'est fait à 80%. Grosso modo, c'est fait, mais il y a des petits détails qui manquent. Des détails importants qui vont nuire au projet à long terme. Mais ce qu'on a vu au Maroc, c'était complété. Je fais référence au système de tram à Casa et à Rabat. Le tout a été bien fait, c'est-à-dire il n'y avait pas seulement le tram, mais il y avait toute la structure autour, les trottoirs ont été aménagés, l'éclairage était fait, c'est-à-dire c'était un projet complété à 100%. Alors pour moi, ça reflète les valeurs du pays. On décide de faire quelque chose, on va le faire à 100%, on va compléter le projet. Alors c'était impressionnant pour moi, de première vue, et pour ma femme qui n'a pas visité depuis 15 ans. Et comme dernier commentaire, on a parlé du libre-échange, étant donné qu'on a un politicien présent ici aujourd'hui. J'ai été impliqué
dans l'élection de 1988, quand on débattait le Canada, le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. À l'époque, le gouvernement canadien cherchait à protéger son accès au marché américain. Alors, c'était la négociation entre le souris et l'éléphant. On était vraiment en danger d'être frappé par le protectionnisme américain. Depuis ce temps-là, tout ce qu'on négocie avec les pays, avec le Chili, avec Israël, tous les pays avec lesquels on a signé des ententes de libre-échange, on cherche des ententes qui vont être gagnant-gagnant. Il faut que les deux partenaires, il faut que les deux pays sortent gagnants. Et ça arrive aussi au concept de transfert de connaissances, de savoir-faire, transfert de technologie. Parce que le Canada, comme pays développé, on n'exporte pas des produits que vous trouvez au dollar store. Hein? On veut exporter des produits de haute valeur ajoutée. On veut partager la production de ces biens-là. Il faut qu'on développe les connaissances dans les pays partenaires pour être capable de mettre en œuvre ce qu'on veut exporter. Alors, je vous avoue que je connais les orientations de ce gouvernement et même si les négociations semblent être sévères des fois, même si ça va prendre du temps, la volonté est là du côté du gouvernement canadien que tout le monde impliqué sort gagnant. Alors, c'est ça la perception de ma visite. C'est encourageant pour nous. Éventuellement, j'ai deux berbères qui travaillent pour moi, je dois vous dire, un Algérien et un Marocain. Et je vais faire de ces deux personnes-là mes hommes de pointe sur le développement de l'Afrique avec l'utilisation du Maroc comme un hub éventuel. Alors, c'est très encourageant pour nous et j'aimerais voir plus d'entreprises québécoises et canadiennes ici. Alors, mon message aux entreprises québécoises et canadiennes, c'est yalla, c'est le moment. Merci. Excellent message d'espoir et d'encouragement. Merci beaucoup, c'est excellent. Maintenant, je vous présenterai Mme Joanne Saint-Onge du cabinet conseil RHRE. Elle est au Maroc depuis, elle a été séduite par le Maroc, je crois, dans le début des années 2000, par le biais d'un mandat qu'elle avait eu. Elle a travaillé avec divers ministères, surtout au niveau des ressources humaines, évidemment. Alors, je vous la présente, c'est à vous la parole, Mme Saint-Onge. Bonjour, salam alaikum. D'habitude, on va chercher l'audience avec un salam alaikum, c'est mieux. Merci au comité organisateur, merci Mme Lacerte de me donner cette opportunité-là de faire un petit témoignage sur l'expérience marocaine et à partir de quelle invitation je suis tombée dans l'ARIRA. Parce que, comme je dis souvent dans les formations que je donne à l'interculturel, je dis Obélix est tombé dans la potion magique, mais moi je suis tombée dans l'ARIRA en 2002. Et ça a été le départ d'une belle histoire d'amour. Donc, le cabinet conseil RHRE, comme Mme Lacerte l'a dit, c'est un cabinet d'accompagnement en gestion des ressources humaines, donc ma wallet de Chevrier, qui est né au Maroc. Donc, quand j'entends M. Presser dire aux entreprises canadiennes, Yella, allez-y, ben nous, on est nés avec un premier mandat au Maroc. Donc, en faisant partie d'un groupe de l'Université de Montréal, dans le cadre du projet de la réforme de la santé. Donc, de 2002 à 2006, on a fait partie d'une équipe et on s'est trouvé à intégrer la culture marocaine à Beni Mellal. Donc, une intégration totale, une immersion dans la culture marocaine. Et de fil en aiguille, on a vu sur le terrain, et parmi les constats que moi j'avais fait en tant qu'entrepreneur, c'était, il est où le Canada? Il y a plein d'opportunités. La France est là, l'Europe est là, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait le Canada, non? Il y a des choses ici, il y a des projets à faire. Donc, pourquoi le Canada n'est pas plus impliqué? Ça, c'était des questions qu'on se posait. Et on voyait de 2002, chouïa, toute l'évolution qui s'est faite avec la mise en place aussi
du nouveau roi qui est installé et très ambitieux dans tous les projets diffusés dans le royaume. Fait que de fil en aiguille, on a vu les besoins, on a créé un réseau avec les entreprises privées. On n'a pas travaillé uniquement avec le ministère de la Santé, mais des entreprises industrielles dans l'aluminium, pour ceux qui connaissent Aluminium du Maroc. Donc, on a appuyé leur développement organisationnel pendant plus de 5 ans. Ce qui veut dire, de la mise en place, on a vu la croissance de l'entreprise passer de 150 employés à 350 employés, à doubler leur chaîne de production aussi, et tous les développements au niveau exportation. On a aidé d'autres entreprises aussi au niveau des diagnostics, parce que souvent quand on parle des entreprises conseils en ressources humaines, les gens disent recrutement. Mais le recrutement, c'est maximum 10% de notre chiffre d'affaires. C'est davantage au niveau de l'accompagnement interne et du transfert des compétences. Quand on parle du transfert, je rejoins M. Kadiari, parce qu'au niveau du cabinet conseil, on a justement privilégié dans notre modèle d'affaires un transfert des compétences avec les compétences locales. C'est-à-dire, quand on fait la mise en place d'une politique d'évaluation de rendement, une politique de rémunération, il y a toujours des gens de l'interne qui sont associés avec les consultants du cabinet. Et pour ceux qui auront l'occasion d'aller visiter l'équipe sur notre site web, vous allez voir que la moitié des consultants qui sont marocains ou maghrébins. Et on est installé aussi, on commence à déployer nos ailes au niveau de la France. Donc, encore un petit peu de temps? Donc, on a essentiellement développé des nouveaux projets depuis janvier qui vont être au niveau de la formation continue en management stratégique et en gestion plus précise des ressources humaines. On offre aussi au niveau finances publiques et santé. La majorité des formateurs qu'on a réunis sont de ces secteurs-là. Puis, j'accueillerai volontiers vos questions tout à l'heure. Puis, au même titre que M. Presser, on est là pour travailler dans les deux axes, c'est-à-dire à encourager les entreprises canadiennes à aller faire des affaires au Maroc, parce que les opportunités sont là, les projets sont là. On est là pour les accompagner aussi pour se familiariser avec la culture, parce que pour ceux qui ont l'habitude de faire la navette des deux côtés de l'Atlantique, il y a quand même deux mondes dans les pratiques d'affaires qui sont différentes. Puis on est là aussi pour encourager les entreprises marocaines à se développer, à améliorer leur performance au niveau de leur gestion de ressources humaines. Je vous remercie. Alors maintenant, j'inviterai M. Omer El Hadlaoui, Société SOIM, produit pour les projets Société SOIM, excusez-moi, produit. Ils font des projets dans la radiocommunication et la télégestion. Ok, merci. Bon, j'interviens le dernier. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a été dit jusqu'à maintenant. Ça fait plaisir d'entendre, et surtout l'expérience de monsieur. Donc je tiens à remercier quand même tout le monde. C'était sympa, ici de se trouver, disons, aujourd'hui pour parler de l'avenir entre le Maroc et le Canada. Moi, j'étais, si vous voulez, j'ai contacté Abdrahim, il m'a dit, est-ce que je peux intervenir? Donc, j'ai rien préparé, mais je peux parler de deux choses qui sont très importantes, à mon avis. C'est qu'au Maroc, il y a la technicité également, il y a le service. On est comme un pays européen. Ce que je dirais aux sociétés canadiennes, et c'est la Paname par exemple, qu'ils peuvent s'appuyer sur les sociétés marocaines au Maroc. On a 10 hommes et des femmes dans ce sens-là, et nous sommes à la hauteur comme les autres pays. Donc ce côté-là, c'est très très important. Bon, je peux dire un exemple très simple pour SNC Lavalin. Donc il a fait un projet en Mauritanie, chez la SNIM, à Zouérat. Donc il a, si vous voulez, donné l'affaire de la télégestion ou l'automatisme à une société française. Et c'est la société SOIM qui était sous-traitant.
Donc ce qui fait, il a l'avantage de passer directement via le Maroc et c'est plus simple. Alors côté ressources humaines, vous n'avez rien à craindre, il y a vraiment de la technicité. Côté femmes et hommes, donc on a des ingénieurs femmes et techniciennes, ils sont vraiment là, ils s'occupent d'une affaire complète de technicité, soit du pompage, tout ce que vous voulez, on est vraiment, vous trouvez tout ce que vous voulez en définitive. Donc ce côté-là, je pense, vous pouvez avoir la ressource humaine. Et alors là, en parlant de projets, au Maroc, il y a énormément de projets dans ce domaine-là. Ce qui est fait mal aussi, c'est le Canada fait des projets prototypes, fait aussi des dons au Maroc. Chez l'ONEP, il a fait dans le centre de formation un site de station de traitement. Mais il n'y a aucune société canadienne qui a suivi pour réaliser des grands projets de station de traitement. Aucune. C'est des sociétés soit portugaises, soit espagnoles, soit françaises qui profitent de ça. Donc ce qui fait, il y a quand même des opportunités au Maroc. Et qui dit Maroc, ça a été dit, mais je le répète tout simplement, une fois que vous êtes au Maroc, vous serez avec des sociétés marocaines, à ce moment-là, vous avez les portes ouvertes vers l'Afrique. Et ça, c'est vrai en plus. Même les Français utilisent les sociétés marocaines pour s'ouvrir vers l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi les sociétés québécoises ne peuvent pas le faire. Bon, il y a, donc tout ce que je peux dire, c'est encore, j'ai les sociétés québécoises à travailler avec les Marocains, la main dans la main, gagnant-gagnant. Et c'est tout ça, vous avez des questions. Et donc, j'ai pas prêt. Si, je peux répondre au monsieur pour le matériel, qu'il a dit que c'est difficile. Bon, l'investissement au Québec ne peut rien faire pour le matériel, ni faciliter d'envoyer le matériel. Parce qu'arriver sur place, chaque pays a sa méthode. Donc vous allez rentrer en matière provisoire, donc il y a la douane, il y a des règles, il faut les suivre dans chaque pays. Mais je peux vous dire, d'abord, entre France et Maroc, ça se passe très bien et c'est vite. Par contre, quand vous descendez vers l'Afrique, c'est aussi difficile. Donc on était en Mauritanie, et on a emporté le matériel provisoire, c'est très très difficile et ça peut prendre jusqu'à 3 mois, 4 mois pour que le matériel retourne, on fait demi-tour. Donc pour le Maroc par contre, vous pouvez aussi louer le matériel sur place, il n'y a aucun souci. Ça dépend de ce que vous faites, prenez le matériel que vous cherchez. Bonjour, j'ai 3 questions. La première, c'est pour M. Kadiri, donc au niveau du transfert des technologies. Donc vous avez mentionné à un moment donné, donc vous faites pas mal de transferts technologiques. Mais par contre, lorsqu'il s'agit au niveau des équipements, c'est comme une délocalisation du personnel. Moi, je travaille à mon niveau de faire aussi le transfert d'équipements. Parce que c'est comme l'histoire de la pêche, on apprend quelqu'un à pêcher, mais moi, je pense différemment. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi changer cette attitude-là. C'est pas est-ce que vous le faites ou non, c'est ça ce que je voulais savoir. C'est-à-dire développer des équipements aussi dans ces pays-là, et comme ça, ces pays-là, les gens vont se développer localement aussi, pas aussi. Donc juste au niveau du Canada, là, on a de la haute technologie dans d'autres pays. Parce que c'est clair la question, non? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième question, c'est au niveau de... C'est pour M. Robert Pressé, excusez-moi. C'était plus au niveau de la... Lorsque vous avez pensé à s'implanter au Maroc, ma question est très simple, vu que je suis dans ce processus-là, est-ce que vous avez opté pour une filiale ou bien pour une entreprise ou une compagnie indépendante? Parce que des fois, c'est une question à laquelle on se pose. On ne sait pas, ça dépend de beaucoup de paramètres en principe. La troisième question, c'est pour Madame Joanne. Et ça, c'est une question vraiment à un niveau de l'art, dans mon cas, moi. Bref. En fait, dans les 3 cas, il y a toujours un problème majeur. Moi, j'ai commencé une expérience au Maroc en 2005. Et je me rappelle très bien, lorsque j'étais à l'aéroport, j'avais carrément dit je ne reviendrai jamais. Par contre, je suis quelqu'un de principe, mais aussi quelqu'un qui pense qu'on a. Bref. Donc, à un moment donné, j'ai passé par beaucoup de systèmes au niveau aussi des études, j'ai enseigné, bref, tout. J'avais démarré ma boîte, puis il y a un problème majeur que j'ai toujours trouvé pour le travail en Maroc. D'abord, je voulais savoir comment vous faites face aux problèmes de long terme, de non-suivi, et des fois des choses, des promesses qui ne sont pas tenues. J'ai un projet actuellement de recherche et développement avec le Centre national, je vous avoue des fois que je fais pratiquement 90% du travail. Alors que je travaille avec des équipes, des professeurs, des gens compétents, mais malheureusement, ils ne font pas leur travail. Et ça, c'est un problème majeur. J'avoue que la première fois, lorsque j'étais au Maroc, j'ai fait pratiquement la même chose. J'ai appris à avoir une rigueur, du suivi des projets, du travail long terme, puis une vision. Mais actuellement,
Quand tu as une compagnie, tu veux travailler avec les Marocains, excusez-moi, c'est pas parce qu'on n'est pas compétent. Oui, la compétence existe, pour répondre à monsieur. Le problème, c'est pour finir un projet, j'ai un délai de le faire en 1 année. Là, ça finit en 3 ans, puis on n'a même pas terminé. Merci beaucoup.